Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad, les journalistes Sylvie Kaufmann et Christine Ockrent et l'ancien ministre Hubert Védrine. Les Palestiniens et les Israéliens ont droit à leur propre terre. Phrase historique que celle prononcée lundi par le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman, reconnaissant à Israël le droit d'avoir un territoire. Phrase historique au faux air de grande réconciliation israélo-arabe. L'Arabie saoudite et Israël, nouveaux alliés de l'an 18, partageant des informations de sécurité, autorisant le survol de leurs territoires respectifs. Une grande déclaration d'amitié israélo-saoudienne qui ne devait rien au hasard. Car la même semaine, à Ankara, l'ennemi juré iranien Hassan Rouhani affichait son entente cordiale avec le Turc Recep Tayyip Erdogan et le Russe Vladimir Poutine pour un sommet consacré à la Syrie sous le regard bienveillant et à distance de Bachar el-Assad. De nouveaux axes donc, Riyad, Tel Aviv d'un côté, Ankara, Moscou, Téhéran de l'autre. Toute une géopolitique qui se réinventait, un monde, des alliances, des rapports de force en grande reconfiguration. Mardi soir, Philippe Martinez était satisfait. La moustache noire du leader de la CGT souriait presque pour qualifier de très massive la grève des cheminots, avec ces images si françaises de gares bondées et d'usagers cherchant à regagner péniblement leur bureau ou leur foyer. Mais malgré ce sentiment de déjà-vu, il y avait aussi dans ce printemps social 2018 beaucoup d'inconnus. D'abord parce que la modalité de la grève perlée était inédite. Ensuite parce que se jouait pour les deux parties un combat identitaire qui semblait donc ne pouvoir se résoudre par des concessions de part et d'autre. Conflit identitaire pour ce président qui rassurait, bravache et pouce levé d'un « ne vous inquiétez pas » ceux qui le suppliaient dans les rues du Touquet de tenir bon son rôle de chef d'État réformateur. Conflit identitaire aussi pour le camp syndical qui cherchait à faire basculer en sa faveur une opinion encore indécise, arguant que la SNCF était un symbole et que toucher au statut de cheminot, c'était ouvrir les vannes d'un nouveau monde qui ne respecterait plus certains particularismes historiques du service public à la française. Conflit identitaire donc de part et d'autre, opération séduction tous azimuts de l'opinion qui se jouait dans l'hémicycle de l'Assemblée, dans les médias, sur les réseaux sociaux et même aussi parfois avec des chansons sur YouTube. Cher SNCF, pourquoi vous faites grève? Ça sert à quel rêve? Alors moi, américaine, je comprends pas ça, je comprends pas vos lois. Donc vous pouvez faire grève n'importe quand. Vous savez bien que le temps c'est de l'argent. S'il n'y avait pas eu des grandes grèves dans ce pays, des grandes manifestations, vous savez, on n'aurait pas la sécurité sociale, on n'aurait pas les services publics, on n'aurait même pas les congés payés. Donc tous ceux qui disent il y a trop de syndicalistes, il y a trop de grévistes, qu'ils n'oublient pas de sortir leur carte bleue quand ils vont dans les urgences, qu'ils n'oublient pas de sortir leur carte bleue quand ils inscrivent leur enfant à l'école publique, qui renoncent à la sécurité sociale, qui renoncent au prud'homme, qui renoncent aux assédiques, et puis qui partent pas en congé, puisque je vous dis, il a fallu une grève générale en 1936 pour l'obtenir. Il y a aujourd'hui des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes, qui supposent un travail, des explications continues de la part du gouvernement quant au changement et à son sens, et qui vont continuer à vivre leur vie, qui ne doivent pas empêcher pour autant le gouvernement de gouverner, de continuer à prendre des décisions et de faire des choses importantes pour des millions de nos concitoyens comme ce que nous sommes en train de faire. Hubert Védrine, on a lu, entendu beaucoup cette semaine que pour le gouvernement comme pour les syndicats, ce conflit des cheminots est une épreuve décisive dont dépend non seulement l'avenir de la SNCF, mais plus largement celui des réformes en France, une sorte de combat suprême dont notre avenir dépendrait. Vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez que c'est surjoué? C'est un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Vous parlez d'aspect identitaire dans votre présentation, c'est identitaire dans plusieurs sens. Puisque est-ce que l'identité de la France, c'est d'être incapable de se réformer? Oui, on peut le dire également comme ça. Et moi, je suis plutôt réformateur, tout le monde le sait, je ne peux pas le cacher ici. Au sein de la gauche, j'ai toujours été proche et favorable de ceux qui voulaient réformer le système social à la française pour le sauver. Pour l'adapter au temps nouveau, comme l'ont fait à peu près tous les partis... J'allais dire les partis sociaux-démocrates, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en général, c'est dans des coalitions. Il y a à peu près tous les pays très développés au monde qui ont développé
heureusement à un système social protecteur, etc., ont été obligés à un moment donné de l'adapter parce que ça entraînait des coûts extravagants, infinançables, déficit, pression fiscale effrayante, etc. Bon, à peu près tout le monde l'a fait. La France, il n'y a pas qu'en Europe, il n'y a pas que dans la zone euro. Vous voyez, par exemple, la Norvège, il n'y a pas qu'en Europe, il y a le Canada ou l'Australie, etc. Tout le monde l'a fait. Donc la France est le seul pays qui continue à renacler qu'une partie de l'opinion qu'on va mesurer dans les semaines qui viennent, qui est très, très déterminée dans l'autre sens, qui a peur de ça. Il y a beaucoup de peur, je pense. Alors il y a la peur, évidemment, des syndicats, c'est comme des partis politiques menacés, ils veulent garder leur créneau, leur fonds de commerce. Mais beaucoup de gens ont peur parce qu'ils n'arrivent pas bien à imaginer qu'après, en réalité, il y a toujours un service public. Il y a toujours des trains, il y a toujours un système social. Simplement, ça peut fonctionner autrement. Il n'y a aucun système de garantie sociale qui soit le même depuis l'invention. C'est d'ailleurs pas lié, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est pas lié à des grandes grèves. Hein. La plupart des avancées sociales ont été... Ce que disait Olivier Besancenot qu'on entendait à l'instant. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, à partir entre autres du programme de la résistance, mais il y a eu d'autres choses, il y a eu d'immenses avancées. En Allemagne, ça a commencé avec les assurances sociales sous Bismarck. C'est rarement lié aux grèves, en fait. Dans quelques cas, oui, après 68, l'augmentation des salaires, Pompidou qui sort qui débloque la situation. Bref, je crois que le mot identité doit être appliqué à chacun des groupes en lutte pour le moment. Alors cela dit, c'est très important. C'est ce que nous disions en introduction, conflit identitaire des deux côtés, de part et d'autre. Donc ça donne un élément de dureté. Si le président et le gouvernement réussissent à convaincre l'opinion, qui est encore un peu en balance, l'opinion aujourd'hui, évidemment, ils ont un champ dégagé pour toute une série d'autres réformes qui ont été annoncées, expliquées, mais qui ne sont pas faciles à faire passer dans ce pays. Beaucoup de gens dans le monde regardent ça. Pas qu'en Europe. Je reviens de Tunisie où j'ai passé 2 jours. Le gouvernement tunisien moderniste réformateur, il regarde énormément ça. Ils sont confrontés à exactement le même genre de situation. Vous voyez, c'est un gros enjeu. Gros enjeu. Peur, disiez-vous. Donc, oui, peur. Conflit identitaire. C'est vrai que c'est étonnant de voir ce qu'il s'est passé cette semaine. Je disais notamment sur les réseaux sociaux, Sylvie Kaufmann, avec des fake news également, de part et d'autre, des chansons. On en a entendu un extrait tout à l'heure sur YouTube, des hashtags, je soutiens les cheminots, des cagnottes, des tribunes, signées aussi par des intellectuels comme Robert Guédiguian, Annie Ernaux, Étienne Balibar, pour soutenir les cheminots. Pourquoi c'est la SNCF, c'est cette réforme-là qui déclenche ça ? Parce que il y a des tas de raisons sociales et économiques, mais il y a aussi une question d'identité, comme vous le disiez, et d'imaginaire collectif et de passion française pour le train, la SNCF. Alors je me suis plongée dans une histoire que je connaissais, je reconnais humblement assez mal, celle du transport ferroviaire et des cheminots. Et c'est passionnant. Et on voit à quel point cette histoire colle avec celle de la France, l'histoire politique, l'histoire sociale de la France, depuis le 19e siècle, en fait, depuis l'arrivée. Bon, le train a été inventé en Grande-Bretagne, il a vite franchi la Manche, mais l'arrivée du train en France, ça a bouleversé la société française assez rapidement. Il y a des événements qui sont, par exemple, la catastrophe de Meudon, la première catastrophe ferroviaire en France en 1842. C'était la ligne Versailles-Paris-Montparnasse. C'était un dimanche. Il y avait 700 personnes à bord de ce train qui étaient allées voir les grandes eaux à Versailles et qui revenaient. Donc en 1842, vous voyez. Et il y a eu un essieu à sauter. Enfin, la locomotive, il y avait 2 locomotives, elles ont déraillé. À l'époque, on fermait les wagons de l'extérieur, les portières des wagons, pour empêcher les gens, pour sentir l'exaltation de la vitesse, les gens sortaient des portières. Donc pour les empêcher... 40 à l'heure, c'est ça ? Voilà, 40 à l'heure. Et donc pour les empêcher de faire ça, on fermait les portières à clé. Et ce qui a eu ce résultat tragique, que lorsque, à cause d'étincelles de charbon, le train a pris feu, les wagons de voyageurs ont pris feu, les gens n'ont pas pu sortir, ils ont été brûlés vifs, il y a eu plus de 50 morts, c'est une catastrophe terrible. Dumont d'Urville est mort dans cette catastrophe, l'explorateur. Et le lendemain, les jours suivants, on a traité ça en France comme une sorte de prix à payer pour le progrès technique, parce que l'admiration pour ces avancées technologiques était telle qu'on acceptait ce coût. Et puis, voilà, chaque commune a voulu sa gare. Il y a eu, dans chaque commune, il y avait la mairie, l'église, la gare, la poste. Les évêques bénissaient les nouvelles gares en construction. Voilà. Et puis, il y a eu l'apparition du statut des cheminots. Enfin, les cheminots, d'abord, au début du XXe siècle, qui, au départ, étaient des travailleurs
pauvres. Le travail sur le chemin de fer était évidemment extrêmement pénible et difficile. Et puis, ils ont acquis leur statut en 1920. Il y a un grand historien du chemin de fer qui est Georges Ribet et qui raconte ça très bien, comment, en fait, pour les remercier de leur rôle dans la Grande Guerre, on leur a donné ce statut. Voilà. Je passe les étapes suivantes. On en arrive au TGV, où là, les choses, on voit bien que la SNCF et le statut et l'image du cheminot évoluent de manière radicale dans l'esprit français dans les années 80. Le voyage lui-même, évidemment, est transformé par cette vitesse, le romantisme du voyage, tout ce qui était attaché aussi au train. Les trains de nuit disparaissent, les couchettes, voilà. Donc, et le cheminot dans tout ça... Il n'y a plus de Madone des Sleeping. La Madone des Sleeping. La Madone des Sleeping. Vous vous souvenez que Renaud disait qu'il était... Quelle nostalgie. Renaud disait qu'il était épais comme un sandwich SNCF. Le sandwich SNCF se transforme aussi radicalement avec les wagons-bars des TGV. Et on arrive à cette situation où on a effectivement deux images en totale opposition, c'est-à-dire le cheminot qui, lui, se sent très amer d'être considéré comme un privilégié parce que son métier a beaucoup évolué, il n'est plus considéré de la même manière, son prestige est retombé et ses conditions de travail ont aussi évidemment évolué. Et puis le public qui n'est plus ce public romantique tellement attaché au train, mais considère quand même que ça lui appartient, est devenu très consommateur, voit les tarifs évoluer et donc se comporte comme un consommateur et se dit finalement, les cheminots, nous on évolue, les cheminots ils ont besoin d'évoluer aussi, le monde évolue, les statuts spéciaux à la Poste, à EDF, à France Télécom ont évolué, ont souvent été supprimés. Pourquoi est-ce que les agents de la SNCF doivent avoir droit à un traitement différent ? Alors, en effet, pas inintéressant de nous rappeler cette histoire-là, parce qu'on sent bien, en effet, je parlais d'identité, qu'on touche là, Christine Ockrent, à une histoire française. Est-ce que le gouvernement, de ce fait-là, a la bonne pédagogie pour expliquer pourquoi, justement, il raconte ou il va écrire un nouvel épisode de cette histoire-là, et dans ce nouvel épisode, il y a l'ouverture à la concurrence ? Quel que soit notre génie national et le talent de Sylvie de conteuse à faire revivre les grandes heures de l'histoire ferroviaire française, nous ne sommes pas les seuls à avoir des chemins de fer et nous ne sommes pas les seuls à avoir découvert la machine à vapeur. Et nous ne sommes pas les seuls non plus à voir évoluer dans ce domaine-là comme dans d'autres, autant la technologie du transport que les conditions de la concurrence. Et encore une fois, je suis surprise d'ailleurs que Sylvie n'ait pas évoqué Jean Gabin dans sa fresque, parce que s'il y a quelque chose, évidemment, qui y a contribué, c'est bien évidemment la bête humaine. La bête humaine, et aussi le rôle des cheminots dans la résistance. La bataille du rail. Oui, mais qui a été une vraie résistance. Alors, s'il y a des gens qui ont été de vrais résistants, ce sont bien ceux-là. Mais du coup, dans toute la manière dont on a voulu raconter la glorieuse résistance du peuple français dans son ensemble, il est évident que le rôle des cheminots est à juste titre resté central. Mais c'est cette histoire-là, ce patrimoine-là qui est agressé aujourd'hui ? Non, qui se vit comme agressé. Ça n'a rien à voir. Non, mais on voit bien qu'il y a une forme de schizophrénie française. C'est-à-dire que d'un côté, la majorité des gens savent qu'il faut réformer tout cela, ne serait-ce que pour avoir un meilleur service. Et c'est d'ailleurs un amalgame, à mon avis, un peu facile de dire que toute la bagarre pour les services publics à la française se résumerait à cette bataille serait du en train rail de se jouer en ce moment. Ça n'a rien à voir. Ce qui est en train de se jouer, c'est comment adapter, d'une part, un statut pour les gens qui seront embauchés et non pas pour les gens aujourd'hui qui ont ce statut des cheminots, et d'autre part, résorber une dette qui est absolument monstrueuse et s'ouvrir à la concurrence pour offrir aux gens un meilleur service. Parce qu'il y a aussi, je crois, dans les réactions enregistrées par les instituts de sondage, un constat. C'est qu'il y a eu énormément de dysfonctionnements. Mais je parlais de pédagogie parce qu'il y a pas mal de gens en France qui ne comprennent pas forcément en quoi toucher au statut des cheminots, ça a un impact sur la ponctualité et sur les prix, qui sont en effet des arguments qui sont sans cesse mis en avant par le gouvernement. Il est vrai qu'il y a eu un espèce de blanc, me semble-t-il, une semaine perdue en termes de pédagogie, d'explication. Et
il a fallu que le Premier ministre lui-même monte en ligne et commence à expliquer les choses et envoie ses ministres et secrétaires d'État dans les médias. Mais il est un fait qu'il y a eu cette espèce de rupture d'explication, ce qui est d'ailleurs ce qu'on reproche en général à ce président ambitieux qui veut réformer tant de choses à la fois. Et on dit, voilà, où est la pédagogie ? Pour qu'il y ait pédagogie, encore faut-il qu'on ne fasse pas confusion, encore une fois, entre des symboles sentimentaux et la réalité des faits. Alors, pas assez de pédagogie, dites-vous, au moment où on touche à une histoire française, à une histoire identitaire fondamentale. Vous, Wajdi Mouawad, quel est votre regard à vous, de metteur en scène, d'écrivain, et vous, dont je sais que vous écrivez essentiellement dans les trains ? Oui, c'est vrai que pour moi, la SNCF, c'est surtout une grande résidence d'écriture. J'ai beaucoup écrit dans les trains. Et c'est vrai, je suis très sensible un peu à ce que vous racontez par rapport à ce que représente un train, l'imaginaire du train. Et la déception que je peux ressentir parfois à l'annonce de certains chefs de train, et pas d'autres, mais peu, quand ils disent, par exemple, nous souhaitons les bienvenus à nos clients, et quand certains continuent à dire, nous souhaitons les bienvenus à nos voyageurs. Et je crois que ce petit changement de sémantique qui a commencé, qu'on entend par exemple de plus en plus, le mot client est devenu un mot qu'on utilise, que ce soit dans un avion, dans un train, dans un magasin, dans une boutique, à peu près partout, et indique bien comment cette rationalité, cette idée rationnelle de la compétition, d'un monde de plus en plus, au fond, fondé sur la question de l'argent, il faut que ça coûte moins cher, il faut que ça rapporte plus, il faut que ça nous coûte moins cher, etc., est en train d'envahir, au fond, et de gagner à peu près sur tous les terrains. Comme directeur de théâtre, s'il me fallait penser de la même manière, il faudrait fermer les théâtres. Et je crois aussi, d'une certaine façon, c'est ce qui se joue symboliquement. Et je crois que là-dessus, sur la question que vous posez, sur la question de la pédagogie, j'ai l'impression qu'on ne tient pas assez compte de ce que ce symbole représente. Et au-delà de ce symbole, il y a le sentiment, et ce que dit Hubert Védrine sur la question de la peur est très juste. Par exemple, l'idée d'une génération à venir qui va être au fond beaucoup plus dans une situation beaucoup plus difficile, que ce soit sur les questions des retraites, sur les questions des conditions de travail, est très présente. Ils ont véritablement le sentiment que cette réforme va être va participer à l'enterrement d'une époque bénie qui était celle ce qu'on appelle les baby boomers, etc. Au fond, où dans les années 60, on était capable de trouver un appartement à Paris qui coûtait pas cher. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Au fond, on a la peur, d'une certaine manière, de se dire véritablement la vie de demain va être encore plus difficile que hier. Et parce qu'il y a cette peur, on se réfère beaucoup à des exemples étrangers. Vous le disiez, Hubert Védrine. D'ailleurs, cette semaine, on a assisté un peu à une bataille d'exemples étrangers. Alors, le gouvernement cite beaucoup la façon dont l'Allemagne a déjà réformé bien avant nous son système ferroviaire pour expliquer que les tarifs ont baissé de presque 40%, je crois, sur certaines lignes régionales. Le camp d'en face, lui, préfère citer l'exemple anglais, aimant à expliquer une Angleterre qui, aujourd'hui, rêverait de revenir en arrière, de renationaliser ces chemins de fer. Vous avez assisté à cette bataille d'exemples étrangers cette semaine, Hubert Védrine ? Oui, mais c'est pas que sur l'affaire de la SNCF, c'est tout à fait permanent. Mais les Français, ils n'aiment pas tellement ça parce qu'ils veulent pas être comparés, ils se pensent uniques. Et meilleurs. Oui. Mais ce qu'a dit Christine est tout à fait juste. Le rail, ça s'est développé partout. Pourquoi ça serait devenu un élément d'identité française ? Il y a plein de pays dans lesquels c'est une histoire formidable. C'est pas lié au statut, en plus. Le statut des cheminots, ça a été rappelé très justement, c'est une sorte de remerciement après la Première Guerre mondiale. C'est même pas lié aux actes de courage dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas forcément lié de ça. Le service public à la française, il n'est pas lié au statut des cheminots. Il peut y avoir des obligations juridiques. Pourquoi est-ce que c'est perçu de cette façon-là, alors, cette semaine ? C'est perçu comme ça parce que, je reviens à la question de la peur, mais ce qui me frappe, moi, dans ce pays, en dehors du fait qu'il n'aime pas se comparer aux autres, c'est un pays, l'universalisme français, c'est pas du tout l'intérêt pour les autres.
C'est la projection sans arrêt de nos idées, de nos marottes à nous sur l'univers tout entier. Une sorte d'égocentrisme hexagonal. Oui, bien sûr, mais l'universalisme est quand même très comme ça. C'est pas un échange, l'universalisme. Donc l'idée de se comparer méthodiquement en disant en fait comment on fait les autres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, il faut faire plutôt à l'allemande plutôt qu'à la britannique. C'est une démarche pragmatique, tout à fait raisonnable. Il y a toujours un service public après, hein, mais on raisonne pas comme ça. Et moi, sur la peur, je reviens sur ce thème. Ce qui me sidère, c'est ce pays qui s'est modifié en profondeur plusieurs fois pas depuis 2 siècles, depuis 1945. C'est un pays à dominante rurale, encore en 1945. Il y a plein de transformations dans la vie, l'organisation, la vie sociale, la vie politique, les mœurs. Et puis on s'en sort, puis on est toujours là. Et on prend le dessus, il y a une nouvelle forme d'optimisme. Mais il y a une sorte de sentiment collectif qu'on ne va pas y arriver. Mais parce que là aussi, cette semaine, c'est ce que rappelait cette semaine l'historien Jean Garrigue, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de réformes à un tel rythme, selon lui, depuis le général de Gaulle. Ça explique peut-être cette incompréhension, cette peur, ce moment d'indécision qu'on a senti. C'était très bien ce qu'a fait de Gaulle. Il parle d'ailleurs de Gaulle président du Conseil, parce que les grandes réformes, c'est en 6 mois, quand de Gaulle est le dernier président du Conseil de la 4e République. C'est merveilleusement raconté dans le livre de Georges Etelgé sur la 4e République. C'est extraordinaire, mais évidemment, c'est différent. La 4e est à bout de souffle. De Gaulle a pris en otage quelques leaders de la 4e, et puis il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Bon. Donc c'est un grand moment. Il y a eu dans un autre sens, évidemment, 81-82. Mais en tout cas, les Français sous-estiment leur capacité d'adaptation au monde réel, au monde. Ils ne vont pas être le seul peuple au monde qui va ne pas s'adapter au monde tel qu'il est, qui est pas plus dur sur certains plans, mais formidable sur d'autres. Et on reste quand même dans les sociétés européennes, les sociétés les plus extraordinaires qu'on ait jamais vues, y compris en termes de droits, en termes d'acquis. Donc voilà, je trouve qu'il faut que les gens retrouvent confiance en eux collectivement. Assumer cette peur. Alors, il y a eu beaucoup cette semaine également, Sylvie Cosman. Non, on l'a dépassé, Émilie. Dépasser la peur. Il y a eu beaucoup cette semaine le reproche d'une certaine morgue macronienne avec l'idée d'un réformisme qui serait imposé d'en haut, sans explication, sans concertation, sans négociation. D'ailleurs, on ne sait jamais si on dit concertation ou négociation dans cette affaire. Une sorte de storytelling un peu méprisant du réformisme en action qui se ferait contre les corporatismes. Alors, bien sûr, ça a été symbolisé par l'expression gréviculture qu'a utilisé le député de La République En Marche, Gabriel Attal, en disant sortons de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que les réformes soient annoncées. Ça a été très mal vécu par les cheminots, ce qu'ils ont le sentiment de vivre comme une condescendance. Est-ce qu'en effet, par certains syndicats de cheminots, mais quand même par, je pense, une majorité de cheminots, est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans la façon dont le gouvernement explique les réformes et cette accusation de condescendance aujourd'hui? Alors oui, on est au début de ce conflit. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il est programmé pour durer jusqu'à juin. Donc le discours a le temps d'évoluer. Je ne sais pas s'il durera jusqu'à juin. C'est une grande question. Ça dépend beaucoup des usagers, des voyageurs ou des clients. Je ne sais plus comment on les appelle, mais on va voir comment l'opinion publique aussi supporte cette épreuve. Et de ce qu'on voit, de ce qu'on sait de l'opinion publique, elle est très partagée. Et c'est à nouveau cette contradiction française permanente. Voilà, c'est presque à 50-50. Donc, et puis, quelquefois, on soutient 2 choses totalement contradictoires, c'est-à-dire on soutient la réforme, mais on soutient aussi la grève. Ouais. Voilà, ça, c'est d'ambivalence française. C'est un peu notre paradoxe, et je crois que ça reflète. Alors, c'est vrai que le pouvoir... enfin, à vrai dire, je crois que Emmanuel Macron ne s'est pas encore vraiment exprimé. Il a eu une petite phrase, je crois, qu'on a entendu au début de cette émission. Mais il n'est pas encore vraiment, lui, personnellement, entré dans le conflit. Il a laissé Édouard Philippe en première ligne. Donc, on va voir s'il trouve le ton juste. Mais je crois que c'est vrai. Il y a ce sentiment assez répandu en France d'une certaine arrogance au sommet, même s'il y a aussi une exaspération sur les grèves et tout ce que ça comporte. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période, vous parliez de Gaulle, bien sûr, c'est toujours un exemple extraordinaire auquel on veut se référer, mais la période est tellement différente. Nous vivons quand même une période de rupture extrêmement brutale. Oui, mais si de Gaulle disait par exemple qu'on ne pouvait pas vivre sur la nostalgie de la marine à voile. Mais je ne parle pas de nostalgie, ni même de la bête humaine ou de la bataille du rail. Mais c'est vrai on vit dans un monde qui est quand même une époque qui est très particulière. Et je crois qu'il y a ça aussi qui est productrice d'angoisse quand même, d'anxiété qu'on sent dans la société. Je voulais sourire sur la notion d'ambivalence française, Christine. Non, évidemment, il y a la peur dont il était question
Mais voyons quand même la réalité des faits. Nous vivons dans la partie du monde où nous bénéficions du plus haut niveau de vie et des conditions de sécurité sociale, d'allongement de la durée de vie, d'égalité des droits tout à fait exceptionnelles. Donc cette espèce de pessimisme un peu suintant me dérange parce qu'il faut quand même, je n'en fais pas reproche à Sylvie qui voyage plus que quiconque autour de cette table, mais je veux dire, bougeons un peu, voyons ce qui se passe ailleurs. Mais puisqu'on en est aux chiffres, il est intéressant aussi de voir le pourcentage parmi les personnels de la SNCF, qui sont de plusieurs natures, le pourcentage des grévistes. Il n'est pas majoritaire. Il est très handicapant parce que ce sont majoritairement les conducteurs, les aiguilleurs, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une majorité de grévistes parmi les personnels de la SNCF. L'autre dimension, me semble-t-il, qui est trop rarement abordée, c'est que c'est la bagarre de la CGT qui est en déclin par rapport à la CFDT en particulier, et de Sud, pour maintenir leur propre bastion et pour se mesurer l'un par rapport à l'autre. Donc vous avez aussi cette dimension-là qui explique d'ailleurs, si j'ai bien compris, des dissensions sur la tactique à suivre par rapport à cette grève, puisque Sud aimerait que ce soit une grève quotidienne à répétition, etc. Donc il y a, me semble-t-il, dans les défauts de communication que vous soulignez tout à l'heure, Émilie, cette autre dimension-là qui, pour le moment en tout cas, me semble assez peu traitée à sa véritable dimension. C'est aussi une bagarre de pouvoir des syndicats et M. Martinez essaye aussi de sauver sa moustache. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Quittons les moustaches de M. Martinez. On va sortir de France à présent pour assister à la reconfiguration des alliances géopolitiques cette semaine, certaines totalement inédites, voire historiques, comme la reconnaissance du droit d'Israël à posséder son territoire par l'Arabie saoudite du prince Mohammed Ben Salman, au moment où l'on assistait à la mise en scène d'un autre clan uni, l'Iran de Hassan Rouhani, la Turquie de Recep Erdogan et la Russie de Vladimir Poutine. Le trio réuni à Ankara mercredi pour parler de l'avenir de la Syrie et se poser en nouveau parrain de la Syrie. Je suis ravi qu'aujourd'hui, en général, les Syriens ont plus d'espoir de parvenir à la paix et les réfugiés syriens ont plus d'espoir qu'auparavant de pouvoir retourner chez eux dans un avenir pas trop lointain. Personne ne fait pratiquement rien, sauf l'Iran, la Turquie et la Russie. Nous voyons une petite livraison d'aide humanitaire de la part de l'ONU, mais cela ne suffit vraiment pas. Sylvie Kaufmann, que vous ont inspiré ces deux affiches géopolitiques de la semaine, Israël, Arabie Saoudite d'un côté, Iran, Russie, Turquie de l'autre? D'abord, l'extraordinaire et terrible instabilité de cette région, ça a l'air d'être un lieu commun de dire ça, mais c'est une instabilité qui ne fait que s'accroître et qui est vraiment très très imprévisible, dont le résultat est très difficile à prévoir. Je ne sais pas si nous y arriverons à éclaircir un peu cet horizon aujourd'hui, mais ça me paraît vraiment très très sombre. Et puis c'est cette réunion, en effet, très, très intéressante de ces trois leaders, dirigeants de la région, tous, enfin, de la région. Erdogan, Poutine. Voilà, Vladimir Poutine n'est pas vraiment de la région, mais il en fait, il s'y est imposé. Maintenant, Rouhani, donc le président iranien et le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais qui voudrait présenter un front uni face à l'Occident, mais qui constitue en réalité un front désuni parce que leurs objectifs sont tellement divergents et leurs intérêts sont divergents. Comment vous les résumeriez justement, ces intérêts divergents? Alors, les Iraniens, d'abord, veulent contrôler la Syrie, tout simplement, et ils sont très très bien implantés et très influents, voilà, et ne veulent pas des Turcs, ne veulent pas de la Turquie en Syrie. La Turquie, elle, a un objectif essentiel
essentiel qui est d'éliminer les Kurdes de la région et de sa frontière. Donc Erdogan a fait cette irruption, cette intervention très importante à Afrin. Il a pris Afrin, donc dans le nord-ouest de la Syrie, si je ne me trompe pas. Il est en route, côté, voilà. Nord-est. Bon, voilà, bon. Peu importe. Il nous faudrait une carte, ça serait formidable, mais à la radio, c'est difficile. Et donc, pour déloger les Kurdes, pour déloger les Kurdes de cette partie qui est à sa frontière, et probablement aussi installer une zone tampon qui a toujours été son souhait, et probablement pour y reloger et renvoyer une partie des 3, je crois, ou 4 millions de réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie. Voilà, les Iraniens ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas des Turcs en Syrie. Et puis alors Poutine, la Russie, a fait son grand retour sur la scène géopolitique grâce à la Syrie. Elle entend y rester, mais elle y a fait une réussite, elle y a accompli je crois, un exploit militaire qui est regardé de très près par tous les experts militaires occidentaux, parce que c'est quand même une très grosse opération pour l'armée russe qui a été couronnée de succès. Elle a changé le cours de la guerre, elle a réussi à sauver Assad, le régime d'Assad. Mais alors maintenant, quoi ? Voilà. Est-ce que la Russie va rester en Syrie éternellement ? Ça n'est pas impossible. Par ailleurs, un autre intérêt, un autre objectif de la Russie et de Vladimir Poutine dans cette opération, c'est de creuser un coin, enfin de mettre un coin dans l'Alliance occidentale, puisque la Turquie a cette particularité d'être membre de l'OTAN, qui est l'Alliance occidentale. Et donc, Vladimir Poutine, en cultivant cette alliance avec la Turquie, n'est pas fâché de semer la confusion et la division et d'affaiblir l'OTAN. Voilà. Donc, c'est un panorama qui, je crois, n'est pas franchement réjouissant, ni pour eux, ni pour nous, et surtout, certainement pas pour cette pauvre Syrie. Hubert Védrine, allez-vous nous dire que nous faisons mine de découvrir cette semaine 2 affiches que vous aviez vues venir depuis déjà longtemps, à savoir cet axe Iran, Russie, Turquie, de l'autre Israël, Arabie Saoudite. On découvre une nouvelle réorganisation géopolitique qui était en germe depuis pas mal de temps en réalité. Puisque vous me tendez la perche. Je vous fais gagner du temps. Oui, c'est vrai que j'ai dit depuis longtemps, depuis la fin de l'URSS, que les Occidentaux se trompent en pensant qu'ils ont gagné, qu'ils contrôlent tout, et qu'au contraire, nous avons perdu le monopole du pouvoir, qu'on a exercé bien, très bien ou très mal, selon les moments, pendant plusieurs siècles. Le monopole. On n'a pas perdu le pouvoir, ni la puissance, ni la richesse. On a perdu le monopole. Les Occidentaux ne contrôlent plus l'ensemble du système. Il n'y a d'ailleurs pas de système. Il y a un système semi-chaotique. Donc, ce qui vous a frappé dans cette conférence de presse, préparez-vous à être frappé plein d'autres fois. Parce qu'il y a plein d'autres acteurs dans le monde qui ont leur propre stratégie, leur propre vision. Il y a évidemment la Chine, il y a évidemment la Russie, mais il y a aussi la Turquie, l'Iran, l'Arabie, Israël depuis très longtemps, mais qui est dans le bloc occidental. Mais en Afrique, il y a la stratégie du Nigeria, il y a celle de l'Afrique du Sud, il y a celle de Kagame. Pourquoi est-ce qu'il a surpris autant cette semaine l'autre axe, à savoir celui entre l'Israël et l'Arabie Saoudite ? De ce tableau général, ce que les Américains appellent the rest. Bon, il y a des alliances, momentanées ou durables, j'en sais rien. Sylvie a peut-être raison sur la fragilité, mais l'Occident est lui-même fragile. L'Occident est aussi désuni que l'ensemble de ceux qui montent en ligne et que l'Occident contemple avec beaucoup d'énervement et de jalousie. Donc, ils peuvent être tout à fait affaiblis par les alliances. C'est vrai qu'il y a 3 protecteurs qui vont se battre pour la Syrie. Ils vont peut-être pas y arriver mieux que nous. Mais c'est pas parce qu'ils vont échouer qu'on va revenir dans le genou. C'est encore autre chose par rapport à ça. Donc, il faut s'adapter. Il faut se préparer à ce monde-là. Alors, on peut être très, très inquiet. Le dernier livre de BHL, qui est brillantissime, et montre une inquiétude occidentaliste profonde. Mais il en arrive à dire qu'il ne faut faire aucun compromis avec l'ensemble de ces défis. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas être en guerre générale avec le système mondial. Alors, donc, même si c'est fragile, comme le dit Sylvie, même si ce n'est pas mieux pour la région, où sont les leviers qui nous permettraient, nous, d'obliger les Saoudiens et les Iraniens à coexister dans une sorte de traité de Westphalie qui contiendrait les ambitions turques, qui garantirait une paix durable en Syrie, parce qu'on va envoyer 100 000 hommes en Syrie pendant 15 ans. C'est très compliqué. Donc, je sais que c'est pénible d'entendre ça, mais il faut qu'on fasse un effort de réalisme et de lucidité pour traiter avec ce monde-là. Et je pense qu'il faut le traiter avec beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence. Il faut jouer du fait que les émergents sont en rivalité entre eux.
La montée de la Chine inquiète beaucoup d'autres pays, mais enfin, il n'empêche que. Donc, il faut être intelligent, adapté, il faut rappeler nos valeurs, mais en même temps, il faut faire du Kissinger, enfin, tout mélanger. Oui. Mais on ne peut pas se borner à miser uniquement sur le fait qu'ils... Eux non plus ne vont pas y arriver. Alors, pour éclairer ceux qui nous écoutent, vous citiez à l'instant Hubert Védrine, le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, L'Empire et les 5 croix, qui dépeint une Europe et une Amérique qui seraient aujourd'hui défiées par 5 puissances émergentes, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ce qui appellerait pour Bernard-Henri Lévy plus que jamais l'Occident à défendre l'Occident à défendre ses valeurs. Que l'Amérique ait abandonné son rôle historique, selon lui, et il espère que l'Europe pourrait relever ce flambeau. L'Express, qui vous appelait à réagir à ce livre-là, a titré « L'Occident déchu, point d'interrogation ». Christine Ockrent, c'est en effet cela qui se joue lorsque l'on voit apparaître les 2 affiches qu'on a vues cette semaine. Mais quand on a vu dans la même journée le président Trump, par un tweet, dire « Il faut sortir de la Syrie le plus vite possible », autrement dit dans la journée, parce que manifestement pour lui, il est plus important de déployer la garde nationale à la frontière mexicaine. Mais 2 heures après, on a vu le patron du Pentagone et de la sécurité dire exactement l'inverse, c'est-à-dire il faut rester en Syrie parce que Daesh n'est pas éliminé entièrement. Oui, si l'on parle de l'Occident, il est évident que, comme l'a très bien dit Hubert, on n'a pas la main, mais les Européens, il faut bien le dire, à part l'effort remarquable accompli sur l'accord nucléaire avec l'Iran, où là, les Européens ont véritablement joué un rôle, sinon les Européens, il faut bien le dire, ont largement disparu de cette partie très dure entre les 3 pays que Sylvie analysait fort bien. Il faut quand même remarquer qu'au-delà de la photo où on voit Erdogan, Poutine et Rouhani, ils n'ont été d'accord sur rien. Parce qu'évidemment, ils campent sur leur position et chacun d'entre eux, qui a beaucoup investi, aussi bien militairement que économiquement, veulent garder la main sur une partie de la Syrie. Ils sont d'accord pour se féliciter que Bachar el-Assad soit resté au pouvoir et que, selon eux, les Syriens vont pouvoir revenir vivre en Syrie, ce qui a été dit lors de leur conférence de presse. Le seul problème, c'est de savoir qui va payer pour la reconstruction de la Syrie. Et là, qui a encore beaucoup d'argent ? L'Arabie saoudite. Et je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus sur ce nouvel axe entre Jérusalem et Riyad. Il y a certes un rapprochement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un ennemi commun, et dans l'histoire humaine, c'est toujours ce qui marche le mieux. Si on a le même ennemi, on est quand même plutôt d'accord. Et l'obsession de Riyad, c'est évidemment Téhéran. C'est à cause de la guerre au Yémen, où le jeune prince s'est enlisé avec les Houthis qui sont armés et soutenus par l'Iran. Et puis, il y a évidemment le règne sur le monde musulman, et pas seulement la division sunnite-chiite. Ce qui est très intéressant dans cette déclaration de Mohammed Ben Salman, c'est qu'elle est parue dans un magazine mensuel. The Atlantic, un magazine américain, une interview qu'il a donnée lors de sa longue tournée, 15 jours, aux États-Unis, où il vend la nouvelle Arabie saoudite, ce que lui appelle la vision 2030. Le problème d'un mensuel, c'est que la date de parution, personne ne la contrôle. Et, manque de peau, d'utiliser une expression triviale, la parution de cet entretien intervient quelques jours après la fusillade sanglante à Gaza, et les 18 où morts l'armée israélienne abat 18 jeunes Palestiniens. Donc, évidemment, dans les réseaux sociaux saoudiens, quand cette interview est sortie, il y a eu une déflagration. Et on a vu d'ailleurs que le roi Salman, 82 ans, a à sa façon tempéré les propos de son fils préféré en faisant publier un communiqué où il rappelle les droits des Palestiniens et sans mentionner Israël. Oui. Qu'il y ait évidemment ce rapprochement, que le gendre de Donald Trump y joue un rôle, puisqu'il est censé, lui, trouver le plan de paix pour le Moyen-Orient. C'est un peu plus difficile parce qu'il a quand même perdu son accréditation maximum à la Maison-Blanche, donc c'est un peu plus dur. Mais il y a des signaux de rapprochement, mais de là à dire il y a maintenant un axe Jérusalem-Riyad, ça me paraît un peu rapide. Ça reste l'alliance de la Carpe. Il n'y a aucun axe fixe, en fait. Hubert Védrine. Mais ça va bouger beaucoup, mais rien n'est fixe.
c'est un monde semi-chaotique, y compris de leur côté, mais d'une autre aussi. Comment vous regardez ce monde semi-chaotique, comme dit Hubert Védrine, Wajdi Mouawad, vous qui, rappelons-le, êtes né au Liban, et tandis que paraît ces jours-ci chez Actes Sud le texte de votre spectacle Tous des oiseaux, qui racontait justement l'histoire d'un jeune couple d'amants entre Waïda, qui est américaine d'origine arabe, et Ethan, qui est jeune allemand d'origine israélienne, finalement 2 amants qui finissent pris dans les filets d'une histoire familiale, d'une identité familiale qu'ils ne peuvent pas dépasser. Avec tout ça en vous en ce moment, comment vous regardez cette actualité géopolitique ? Et moi, quand je vous entends parler et que je vous entends prononcer les prénoms et les noms de ces gens-là, c'est des assassins. C'est des assassins, tous. Nous sommes, je veux dire, vous l'avez dit, nous sommes face à un gouvernement, le gouvernement israélien, qui le dit avec beaucoup d'orgueil et de fierté, que si ça recommence, on va encore tirer. Donc comment en 2018, en Occident, dans cet Occident très civilisé, on est capable d'entendre ça, d'entendre qu'on va tirer sur des jeunes, on va leur tirer dessus. Et peu importe, on va tirer. Et pendant ce temps-là, juste à côté, enfin le jour même, je crois que Donald Trump a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Donc, ce que vous dites sur Poutine, on pourrait rappeler un peu la Crimée. Je veux dire, de manière shakespearienne, on est face à des assassins. Nous sommes dirigés par des assassins. Ce sont des gens qui ont les mains pleines de sang. Et il se trouve que ce sang, c'est le sang des gens de ma région. Donc évidemment, je ne suis absolument pas apte à tenir le moindre propos géopolitique raisonné ni raisonnable. Et moi, je vis en France, je dirige un théâtre, donc vous voyez dans l'état dans lequel ça me met. Alors imaginez ceux qui vivent dans le pays, dans quel état d'injustice ils doivent porter ce sentiment d'avoir le sentiment d'être même pas le sujet de la conversation. L'humain de cette région n'a plus aucun poids. C'est-à-dire, il est une partie plus que négligeable. Il n'est question que de pouvoir et de territoire et de terrain. Mais les humains qui vivent là sont même pas ils sont oubliés, ils sont niés, n'ont plus aucune espèce d'importance. Alors si moi je ressens ça d'ici dans ce studio de radio où j'ai la parole, qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas la parole nourrit dans son cœur, dans son âme? Là, ce n'est pas une question de grève de RER qui ne fonctionne pas tout à fait bien. On ne parle pas de ça. On parle de sang d'enfants. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Alors, oui, c'est une époque d'assassins sous couvert de démocratie. Occident ou Orient, hein. Cette époque d'assassins sur laquelle vous étiez interrogé, Hubert Védrine, toujours dans ce numéro de l'Express, et vous disiez d'une certaine manière qu'à cette époque d'assassins, il fallait réagir en étant machiavélien et qui ne sigeait rien. Alors, quand je dis ça, je dis du point de vue de l'Occident. Si l'Occident était capable de rétablir une unité, ce serait plus efficace, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas avec Trump. Si des Européens au moins étaient capables de se mettre d'accord, à mon avis, ce ne serait pas pour entrer en guerre avec l'ensemble des régimes qui nous déplaisent, qui nous attaquent, qui nous insultent, qui nous choquent dans une situation atroce. Bon, je veux dire, ça ne fonctionne pas. On a perdu la maîtrise du monde. On ne va pas recoloniser le monde entier. Hein. Bon, donc je plaide, moi, pour une approche intelligente, stratégique, tactique, qui soit à la fois très humaine et très stratégique. Bon, mais c'est sur un autre débat que celui dont il vient d'être question. Quand on parle des horreurs de ce type, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a quelque part dans ce monde-là une force, une puissance, quelle qu'elle soit, qui puisse imposer des solutions qui fait que ces atrocités n'existent plus. En Europe, il y a eu des guerres de religion pendant lesquelles on a fait des monstruosités comme Daesh aujourd'hui. L'équivalent de ce que vous dénoncez dans le fait de tirer sur les jeunes Palestiniens, mais c'est le résultat d'une longue histoire, d'une situation politique non résolue. Bon, qu'est-ce qui a imposé les traités de Westphalie qui ont ramené la paix entre protestants et catholiques, qui ont dû coexister après? Il y a eu 2 géants de la géopolitique de l'époque, il ne faut pas opposer les deux. C'est Richelieu et Mazarin. C'est grâce à eux qu'il y a les traités de Westphalie. Et qu'après, il y a une longue période de paix, de coexistence, pleine de haine, mais enfin de coexistence quand même, et puis petit à petit, autre chose. Donc aujourd'hui, dans le monde, dans le Moyen-Orient qui vous touche au cœur, hein, qui est-ce qui peut imposer un État palestinien? Le fameux Occident qui roule les mécaniques n'a été incapable depuis maintenant des décennies d'imposer à la droite israélienne, parce qu'il y a une opinion israélienne qui est assez ouverte, puis un camp de la paix qui est courageux, etc. On n'a même pas été capable d'imposer au Likoud un État palestinien qui menace personne.
qui ferait que ce genre de situation n'existerait plus. Donc il ne faut pas baisser les bras, mais il faut être modeste dans ce qu'on déclare. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut amener les Iraniens et les Saoudiens, l'ensemble des chiites, l'ensemble des sunnites, à finalement coexister et arrêter de s'entretuer par Syriens interposés, par Yéménites interposés? Quelle puissance! Dans l'ancien monde, c'était des systèmes coloniaux. D'accord, Saïx-Picot, etc. Ça n'existe plus. Mais même si on mettait aujourd'hui tous ceux que vous trouvez atroces, et ce n'est pas infondé, ce que vous dites, même si on met ensemble Trump, Poutine, Xi Jinping, je ne suis même pas sûr que dans ce monde-là, ils puissent imposer une solution au Moyen-Orient. Imposer, concevoir, puis imposer. Donc c'est terrible ce que je dis. Moi-même, je suis accablé d'entendre ce que je dis, mais je crois que malheureusement, ça correspond à l'état de ce monde. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? La France est honorable là-dessus, puisque par exemple, dans l'affaire israélo-palestinienne, la France, depuis très longtemps, a toujours pris en compte les droits fondamentaux de sécurité des Israéliens, tout en défendant l'idée d'un État palestinien. Elle a toujours été très peu soutenue, notamment dans le monde arabe. Hein, même s'il y a eu des mouvements. Vous parliez tout à l'heure du mouvement de Mohamed Ben Salman. Je rappellerai qu'il y a eu un plan Abdallah, du roi Abdallah d'avant, en 2002, donc c'est très vieux, qui reconnaissait l'existence d'Israël. Qui déjà avait proposé cela, oui. La violence s'est énormément gênée à la droite israélienne, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait... Elle ne veut pas qu'il y ait des populations arabes raisonnables. Elle veut pouvoir dire c'est tous des terroristes. C'est absolument terrible. Mais il y aurait 2-3 pays européens qui se retrouveraient, pas les 27, c'est compliqué, au moins sur les positions classiques de la France là-dessus, qui sont insuffisantes, impuissantes, mais très honorables. Très honorables. Au moins il y aurait ça. Ça atténuerait peut-être un petit peu la souffrance de ces peuples qui sont pris dans des nasses, en fait, jusqu'à ce que des géopoliticiens qui pensent à l'avenir arrivent à dénouer les bases de l'engrenage, de l'enchaînement. Je ne vois pas, en dehors des Européens, qui se mettraient d'accord entre eux en surmontant leurs problèmes de boutiquier. Pourquoi les Européens, davantage que l'affiche précédente dont vous parliez, à savoir, vous disiez, même si on mettait Trump et Xi Jinping autour d'une table, on n'est pas sûr qu'on aurait... Et pourquoi ça marcherait davantage avec ces trois Européens-là? Parce que chacun a son propre agenda. Trump ne regarde que son électorat. Poutine n'a qu'une idée, c'est d'envoyer au monde le message comme quoi la Russie paillasson, c'est terminé, il faut compter avec lui, son pouvoir de nuisance, etc., etc. Alors moi, je pense qu'on peut s'y prendre autrement avec la Russie. Je reconnais que c'est très compliqué, mais c'est pas pire que quand on a inventé la détente pendant la guerre froide. Donc on devrait pouvoir y arriver, mais c'est pas du jour au lendemain. Donc, et puis, donc c'est pour ça que... Et puis la Chine a son propre agenda, sa propre ambition. Donc dans l'idéal, et là je rejoindrai Sylvie certainement, quelques Européens, pas la machine européenne qui est complètement auto-centrée à fabriquer des règlements, tout ça, bon, mais quelques grands Européens diraient c'est plus tolérable, on va prendre cette question à bras-le-corps. Ce serait une lueur d'espoir dans ce tableau. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, justement, Sylvie Kaufmann et Christine Ockrent, après avoir décrit ce monde apocalyptique où le droit international ne signifierait plus rien, où l'humanité ne signifierait plus rien, de se dire qu'il reste encore un espoir, justement, pour l'Europe, Sylvie Kaufmann et Christine Ockrent? C'est-à-dire que oui, quand on voit le panorama que viennent de décrire Wajdi Mouawad et Hubert Védrine, il y a guère que les Européens, malgré leur impuissance, qui aient l'air d'avoir au moins une conception acceptable des relations internationales. Par ailleurs, cette affaire syrienne est un échec terrible de l'ONU et du Conseil de sécurité, mais c'est un autre aspect. Juste sur le rôle que peuvent avoir les Européens, il y a en ce moment une espèce d'effort désespéré de la part de 3 pays européens pour sauver cet accord sur le nucléaire iranien, qui n'est pas parfait, qui n'est pas la solution à tout, qui n'est pas le coup d'arrêt aux visées expansionnistes iraniennes, etc. Mais qui, au moins, était une tentative concertée, multilatérale de la communauté internationale, un très, très gros effort diplomatique pour empêcher la prolifération nucléaire dans la région. Avec la Russie et la Chine. Avec la Russie et la Chine, absolument. Mais au départ, c'était une initiative française, allemande, britannique. Et ces 3 pays l'ont menée à bien avec l'aide des autres. C'est vraiment un exemple de la diplomatie qui fonctionne. L'acharnement d'Obama. Absolument. Et de Laurent Fabius un petit peu aussi, d'ailleurs. Oui, mais Obama, parce qu'il est contre l'Amérique. Tout à fait, absolument. Et cet accord est maintenant mis en danger très très fortement, même certains disent qu'il est totalement condamné, par l'équipe Trump qui vient d'être renforcée donc, par John Bolton
Pompeo, le nouveau secrétaire d'État. Pompeo. Donc, voilà, on est engagé dans cette course contre la montre. Là, la France, je crois, joue un rôle assez important là-dedans, d'ici le 12 mai, qui est la date butoir. Voilà, si jamais ça réussit, je pense que ça serait un exemple de ce que peuvent faire quelques pays européens quand ils s'y mettent. Il est intéressant de voir d'ailleurs que la visite officielle du président Macron à Washington est précisément avant la date butoir du 12 mai. Donc on peut penser que ce sera, parmi les priorités du président français, une priorité majeure que d'essayer de convaincre cette administration de préserver cet accord. Mais d'après ce que l'on peut lire, c'est assez mal parti. D'autant que Netanyahou, le Premier ministre israélien, quels que soient ses ennuis judiciaires à lui, qui compliquent son propre agenda, mais enfin, il continue de bénéficier au Congrès américain d'un soutien extrêmement important. Le rôle des Européens est celui-là. Encore une fois, en Syrie, malheureusement, et sur le processus de paix israélo-palestinien, même s'il y a eu les efforts et la continuité des efforts soulignés par Hubert Védrine, hélas, l'impuissance est totale. Et l'impuissance est totale aussi du fait des pays arabes et, hélas, de la rivalité interne des mouvements palestiniens. Parce que... vous avez raison, tous ces gens ont les mains pleines de sang, y compris, hélas, certains des dirigeants palestiniens. Donc, on est... Et ce qui frappe toujours quand on y va, c'est que ça se passe sur quelques kilomètres carrés. Mais, je veux dire, la manière dont les malédictions du monde contemporain se concentrent sur cette espèce de triangle enrichi souterrainement par le pétrole et noyé dans le sang en surface, c'est absolument saisissant. Mais pour en revenir à l'Europe, et c'est, je crois, notre rôle, et ça reste un espoir, quelles que soient les déceptions, c'est évidemment à l'Union européenne et aux pays qui peuvent encore avoir des initiatives d'essayer de reprendre la main. Je ne dis pas l'Union en tant que machinerie. Hein. Non, mais ça, on connaît. On connaît la version d'Hubert Védrine pour les machineries. Vous avez dit 27. Non, ce n'est pas ma version, c'est les faits. L'Union européenne est incapable. L'Union en tant qu'union, en tant que machinerie bureaucratique. Oui, enfin, il faut quand même reconnaître que Catherine Ashton, dans l'histoire du traité iranien, a joué son rôle. Oui, mais attendez. La précédente patronne du service. Dans l'affaire traité iranien, ça a été voulu avec une volonté extraordinaire et un courage immense par Obama. Il y a eu d'autres acteurs importants, dont Laurent Fabius qui a été cité. Ashton a été bien sur ce point. Mais le moteur, c'était Obama, en fait. Oui. Bon, très bien. Mais moi, je ne dis pas, quand je lance un appel à l'Europe, je ne dis pas l'Europe en tant que machinerie institutionnelle. Oui, vous pensez à trois pays en particulier. Comme Sylvie tout à l'heure sur l'accord, quelques pays. Quelques pays qui seraient plus courageux, qui se mettraient ensemble. Il y a forcément la France. Donc la France, l'Allemagne et le troisième ? Il faudrait, si l'Allemagne veut bien surmonter ses inhibitions, etc., bon, très bien, tant mieux. Mais il faut qu'il y ait 3-4 pays. Il faut qu'il y ait l'Italie, l'Espagne, d'autres. S'il y avait un pays de l'Europe de l'Est, ça serait encore mieux. On ne va pas attendre d'avoir l'accord global des pays. Ouais. Pour terminer, on sent une très grande difficulté et confusion, même chez les plus éminents spécialistes de géopolitique, à qualifier ce monde ou cette réorganisation géopolitique à laquelle on assiste en ce moment. Alors, il y a eu des lectures un peu hâtives, comme celle qui voyait dans ce nouvel axe entre Riyad et Jérusalem la disparition ou l'effacement du conflit israélo-arabe au profit d'une autre grille de lecture qui serait la guerre que se livreraient l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire la guerre entre le chiisme et le sunnisme. Est-ce que là encore, on plaque des grilles de lecture occidentales, Hubert Védrine? Occidentale, oui, européenne parfois, française souvent, et en tout cas précipitée. Il n'y a rien de stable. Donc dans ce monde dont j'ai parlé tout à l'heure, où les Occidentaux n'ont plus la maîtrise, après la guerre froide, qui était certainement déplorable mais fixe, l'Est, l'Ouest et le tiers-monde, bon, après, ça n'a jamais été stabilisé. Alors ça va, ça vient, ça change selon les moments, mais il faut se garder de plaquer un schéma. Il n'y a pas encore de communauté internationale. Le monde est superficiellement globalisé. On a parlé moi j'ai parlé d'hyperpuissance, mais ça ne concernait que la décennie 90 pour les États-Unis. Après, les Chinois trouvaient bien qu'il y a un G2, États-Unis-Chine, mais ça ne marche pas non plus, ils ont trop de désaccords stratégiques. Même le monde multipolaire qu'on adore en France, c'est pas tout à fait sûr, c'est qui les pôles ?
Est-ce qu'on est sûr que les Européens veulent vraiment faire une puissance? La plupart d'entre eux ont la trouille de ça. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Bon, alors c'est qui les pôles? Est-ce que le Brésil est un vrai pôle? On ne sait pas. Vous voyez, alors il y a un monde multipolaire avec les 200 pays qui essaient de travailler vaguement. Donc, ce qui est frappant donc, par rapport aux 50 années d'avant, c'est qu'il n'y a pas de concept qui fasse aujourd'hui l'unanimité. Et alors, comme les gens qui parlent tout le temps, tous les jours, qui écrivent, sont obligés de trouver des gens comme nous, quoi. C'est ça. Mais moi aussi. Donc, on essaie de trouver des mots, mais ils sont hyper fragiles. Ouais. Cette incapacité à trouver des mots, je dis moi, justement, pour va durer, pour ça ne veut pas dire le en monde. général, mais cette instabilité, donc cette perturbation sémantique, je pense qu'elle est durable. Perturbation sémantique qui vous inspire quel commentaire, Wajdi Mouawad? Cette incapacité à nommer le monde présent, l'époque. Je vois l'image de l'escargot quand même, c'est-à-dire que quand on y pense, après la mort de Charlemagne, il a fallu 1000 ans, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, pour que les limites de l'Europe occidentale se stabilisent. Ça a pris 1000 ans après la mort de Charlemagne. Donc peut-être que, évidemment, nos vies humaines sont si lentes, mais donc il faut peut-être plusieurs générations avant que ce que vous venez de dire sur cette espèce de millefeuille entre le sous-sol et la superficie, entre ce pétrole et ce sang, et se rappeler, il faut du temps pour se rappeler qu'il y a des humains, des familles, des gens qui vivent à l'intérieur de ce territoire-là et qui vont encore de génération en génération faire les frais de ça. Et que moi j'ai fait le deuil de me dire que de mon vivant, je pourrais passer d'Israël au Liban et de Liban en Israël par la route. Et ça m'est souvent arrivé d'aller au sud Liban pour regarder Israël et de me dire c'est juste là. Mais pour aller là, il faut que je repasse par l'Europe, il faut que je change de passeport, il faut que je reprenne l'avion. Donc j'ai fait ce deuil de faire ces quelques mètres qui vont me permettre de traverser une frontière. Peut-être ça sera pour mes enfants ou pour mes petits-enfants, mais je crois qu'il y a le temps de l'escargot. Sylvie Kaufmann, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans ce temps de l'escargot, vous aussi qui, en effet, voyagez beaucoup, fréquentez abondamment cet univers diplomatique? Est-ce que vous ressentez cette difficulté, cette gêne à qualifier le monde tel qu'il va en ce moment? Oui, il est très mouvant. Je n'ai pas pensé à l'escargot parce que j'ai peut-être une perspective à moins long terme et que je trouve que les choses, quelquefois, s'accélèrent beaucoup trop vite. Au contraire, mais vous avez raison, sur la perspective à long terme, on est dans autre chose. Mais c'est extrêmement difficile à définir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et aussi, ce décalage, vous parliez des milieux diplomatiques entre les puissants, enfin ceux qui devraient être puissants, ou ceux qui décident, dirons-nous plutôt, les décideurs, et les sujets, les gens. Quand vous pensez au conflit syrien, à la dimension humaine de ce conflit, 400 000 morts, 12 millions de déplacés, la moitié de la population qui est partie, c'est une tragédie humaine à échelle inqualifiable et pourtant on est obligé effectivement de regarder à la loupe ce que font ces diplomates et ces dirigeants. Voilà, on se sent très impuissant. On terminera avec nos conseils de lecture. Si un Chinois, il n'aurait pas on n'aurait pas la même vision des choses. On invitera un Chinois la semaine prochaine. On devait déjà inviter Emmanuel Macron. Chaque semaine, de nouvelles invitations. Petit conseil de lecture rapide, évidemment. Lire Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad qui vient de paraître chez Actes Sud. Un Roméo et Juliette en version israélo-arabe. Et une session de rattrapage pour tous ceux qui ont manqué votre spectacle au Théâtre de la Colline. Théâtre de la Colline où l'on peut voir en ce moment jouer Innocence. Alors, moins littéraire et plus universitaire. Sunnite chiite de la chercheuse du série Laurence Louer au Seuil. Une histoire globale, fluide, pédagogique des relations entre sunnites et chiites. Est-ce que vous avez rapidement un livre à nous recommander? Les cheminots, Sylvie Kaufmann, évidemment. Voilà, cette histoire qui m'a passionnée, qui est plus revigorante que celle du Moyen-Orient, je pense. Georges Ribel, Les cheminots. Peter Frankopan, Les nouvelles routes de la soie, qui ne sont pas celles du président Xi, mais une vision du monde à partir de la Perse. Wajdi Mouawad. Pierre Blanc. Un livre sur la géopolitique de l'eau au Moyen-Orient, L'eau, le pouvoir et la terre, de Pierre Blanc.
Moi, j'ai rien sur les sujets d'aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine. Alors. Voilà. Merci beaucoup Hubert Védrine, Wajdi Mouawad, Christine Ockrent et Sylvie Kaufmann. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Thibaut Nassimben, André Iano et Thomas Coudreuse. La semaine prochaine, émission en direct et en public de la Maison de la Radio. Venez nous écouter et nous rencontrer pour de vrai, par exemple, Thierry Pech, Gérard Courtois, Elisabeth Roudinesco et Monique Cantos-Perber. Et en attendant, c'est l'heure d'aller retrouver notre ami Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine, évidemment. À dimanche prochain.